La justice en France est suffisamment sévère. C'est dur, faux, je vais dire quand même. La peine de mort devrait être rétablie pour les actes terroristes. Non, faux. L'horreur n'a pas de limite. Oui. Les terroristes sont passionnants. Ah, ça dépend lesquels, je vais dire. Je vais dire vrai alors. Certaines affaires m'ont traumatisé. Vrai, Tout le monde peut commettre un crime. vrai, je dirais. Nous ne sommes pas à l'abri d'un attentat. Vrai, Il faut chercher à comprendre les auteurs de crimes. vrai, Le fonctionnement de la justice est clair pour les citoyens. faux, Internet a facilité les attentats terroristes. vrai, Tous les criminels sont fous. faux. Il y a toujours un projet politique derrière un attentat. Vrai, si c'est le terrorisme. Bonjour Marc Trévidic, Bonjour. on est très content de vous recevoir aujourd'hui au Crayon. Merci. Vous avez été juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris et vous êtes aujourd'hui président de chambre à la cour d'appel de Versailles. C'est quoi, vous, votre définition du terrorisme? Alors, d'abord, ça laisserait entendre que chacun a la sienne, ça serait inquiétant. Il y a une définition française du terrorisme. Entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit du tout. Mais je vais rentrer un peu dans le détail. Il faut savoir aussi que les autres pays autour de nous n'ont pas toujours la même définition. Il y a une définition qui est plus claire, qui n'est pas juridique, consiste à dire que c'est un usage de la violence à des fins politiques. Ça, je crois qu'on comprend bien. Ok. C'est vrai qu'il y a trois usages de la violence à des fins politiques. Il y a la guerre, il y a la guérilla et il y a le terrorisme. Au moins, ça permet de bien comprendre. Je veux quelque chose, j'utilise la violence pour l'obtenir. Voilà, et c'est vrai de la guerre. Elle peut être légitime ou pas, la guerre, mais c'est vrai des guérillas aussi. On veut changer un ordre établi, et c'est quelque chose d'assez... une partie de la population adhère à ça, et ça se finit en guérilla. Et puis, il y a le terrorisme. Alors, la définition française légale est très large. On y met à peu près ce qu'on veut. Et notamment, dans la définition française, ça peut être des atteintes aux biens comme aux atteintes aux personnes. D'autres pays n'ont pas ça. C'est-à-dire, estiment que c'est pas assez grave, les atteintes aux biens. Il faut des atteintes aux personnes. Ouais, que les atteintes aux biens, parce que les atteintes aux biens, c'est pas assez grave pour être qualifié de terrorisme. Notre loi est très floue puisqu'elle utilise un adverbe. L'adverbe gravement. Troubler gravement l'ordre public. Gravement, ça veut dire quoi? Vous voyez la problématique de cette définition. Et en fait, l'idée générale, c'est que vous voulez, par la violence, renverser un ordre établi pour mettre un autre ordre à la place. C'est un peu ça. Bon, par exemple, je veux pas une société démocratique à la française, je veux la charia. J'utilisais la violence pour que l'islam radical soit imposé sur un territoire. Voilà la vocation politique, mais elle pourrait être autre. Il y a des vocations politiques marxistes-léninistes, etc., tout ce qu'on voudra. Mais voilà l'idée générale. Il y a toujours une vision politique là-dedans. D'accord. Et puis, c'est une entreprise individuelle ou collective. Le mot entreprise veut dire qu'il faut que ça soit organisé quand même. Et c'est là que ça pose un problème aujourd'hui, puisqu'on voit beaucoup de gens qui font n'importe quoi, isolés. C'est les gars qui sortent dans la rue avec un couteau en criant Allahu Akbar. Et qui se revendiquent d'une organisation. Qui se revendiquent, ok, mais qui bon, qui est pas du tout, et puis il n'y a rien d'organisé. On considère ça comme terrorisme. Comme terroriste, c'est pas vrai, en fait. On a élargi de fait, la définition du terrorisme. Si on regarde la définition dans la loi, l'idée d'entreprise individuelle ou collective, c'est un projet terroriste avec quelque chose d'organisé, vous voyez? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, par la force des choses, le parquet national antiterroriste prend tout, y compris le gars tout seul qui fait son truc, alors qu'il a pété un câble plus qu'autre chose aussi. Voilà, mais bon, ça pose donc ce problème-là, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on va dire que c'est du terrorisme, dans les comportements individuels non organisés. Qui va définir en fait le terrorisme? Est-ce que c'est le juge d'instruction qui va dire ça c'est un acte terroriste? On sait que les médias aussi partagent ce terme-là. Au départ, c'est le même système que pour le droit commun. Au départ, souvent, ça va être le parquet, donc le procureur antiterroriste qui va être saisi de l'affaire avant de le donner au juge d'instruction. Souvent, un attentat a eu lieu, le jeune là qui est sorti avec son couteau, qui a poignardé n'importe qui. Là, c'est donc au procureur national antiterroriste de dire s'il estime que c'est terroriste et de se saisir. Car c'est une compétence nationale. Il n'est compétent que si c'est terroriste. Normalement, il n'est pas compétent si c'est du droit commun. C'est les parquets locaux, les procureurs locaux. Quelque chose qui se passe à Nîmes, c'est le procureur de Nîmes qui est compétent. Si le coup de couteau, il n'y a pas de vision politique derrière et de projet terroriste, c'est un coup de couteau de droit commun. C'est traité par le parquet local, le procureur local. Il n'est compétent que s'il estime que c'est terroriste. C'est pour ça que vous entendez dans les médias la formule « le procureur national antiterroriste
a décidé de se saisir de cette affaire. Donc, il a estimé qu'il y avait assez d'éléments pour dire que c'était terroriste. Tiens. Mais, quand il va le présenter, ce jeune qui s'est servi d'un couteau, à supposer qu'il n'ait pas été abattu, comme c'est souvent le cas, devant le juge d'instruction, parce qu'il va être obligé, s'il veut qu'il aille en prison, évidemment. Donc, le juge d'instruction peut décider de disqualifier. Non, c'est pas terroriste. C'est son choix. Et même si le juge d'instruction a décidé que oui, il y avait assez d'éléments pour dire que c'est terroriste, la juridiction de jugement, au bout du compte, peut dire que non. Prenons le procès Charlie Hebdo. La moitié des accusés ont été finalement condamnés que pour des infractions de droit commun, la Cour ayant estimé, la Cour d'assises, qu'il n'y avait pas d'éléments pour dire que c'était terroriste. Autrement dit, vous avez prêté votre voiture, votre passeport, vous avez vendu une arme à telle ou telle personne, mais vous n'étiez pas au courant du projet terroriste, donc c'est pas terroriste, c'est du droit commun pour vous. Vous voyez, donc le débat se poursuit jusqu'au bout. C'est pas un débat figé. Ouais. Après, sur les atteintes aux biens, il y a un problème par rapport à l'adverbe gravement. Par exemple, il y avait eu toute une polémique sur les Coupa, l'affaire Coupa, donc les trains n'arrivent pas à l'heure, mais généralement, comme je dis souvent avec un peu d'humour, ils y arrivent très bien tout seuls. Il n'y a pas besoin de terroristes pour que les trains n'arrivent pas à l'heure. Mais voilà, on qualifie ça de terroriste. En dehors de savoir qui faisait ça, hein. Ça peut poser un problème. À partir de quand on estime que ça a troublé gravement l'ordre public? Maintenant, je vais vous donner une image pour que vous compreniez la différence entre droit commun et terrorisme, quand même. Quelqu'un fait exploser un distributeur de billets pour prendre l'argent. Son but n'est pas de troubler gravement l'ordre public. Son but, c'est de prendre l'argent. Alors qu'il fait exploser, imaginons qu'il fasse exploser des distributeurs de billets parce qu'il a un projet global de faire exploser plein de distributeurs de billets parce qu'il estime que c'est le symbole du capitalisme. Là, la définition légale, entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public. Vous voyez, le but, c'est de troubler l'ordre public en lui-même. Alors que quand c'est mercantile, c'est avoir l'argent. C'est pas le but. On fait exploser pour avoir l'argent, mais on n'a pas pour but de troubler l'ordre. On le trouble, mais on n'a pas. C'est pas le but recherché. Non, c'est intéressant. Et du coup, le terrorisme, ça vient d'où? C'est quand la première fois qu'on a vu du terrorisme et comment ça a évolué? Est-ce que, par exemple, un État pourrait être responsable, vu que c'est une organisation, une entreprise, d'actes terroristes? Ah bah oui, Alors, attention encore une fois, tous les pays n'ont pas la même définition du terrorisme. Il y a des pays qui, justement, dans leur définition, ont pris soin d'évacuer l'État. Non, mais je pense qu'un État constitué ne pourrait pas faire des actes de terrorisme. Vous voyez je pense à la terreur, par exemple, en 1793. Bien sûr, ça, nous, dans notre définition, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on qualifie un État de terroriste. C'est-à-dire, le terrorisme est une méthode. Comme j'ai dit, c'est une méthode politique, une méthode d'utilisation de la violence à des fins politiques. C'est une stratégie. Donc la méthode terroriste, elle peut être utilisée par tout le monde. Elle peut être utilisée aussi alors que la cause qu'on défend est juste ou alors que la cause qu'on défend est injuste. Elle est séparée de la légitimité de la cause. C'est ça qui pose un énorme problème dans la définition du terrorisme. Vous pouvez... Il y a souvent ce flou aussi qui est... Mais oui, mais c'est-à-dire qu'on veut à tout prix... Aujourd'hui, c'est tellement péjoratif qu'on vous dit... on met terrorisme comme une étiquette très péjorative, qui va rendre péjoratif la cause défendue. Or, c'est des choses séparées. Si vous avez une juste cause, mais que pour défendre cette juste cause, vous décidez de mettre une bombe dans la rue et que vous tuez n'importe qui, vous avez commis un acte de terrorisme. Peu importe la justesse de la cause. Et c'est là où on voit tout le débat, le problème avec la cause palestinienne notamment, où les gens disent n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le terrorisme. Voilà, vous prenez un exemple très simple qui est le droit français, qui est très simple là-dessus. Pourquoi ? 1789, vous avez l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 2 mentionne le droit de résistance à l'oppression. C'est un droit de la Déclaration des droits de l'homme. Constitutionnel, droit de résistance à l'oppression. Aux États-Unis, dans les amendements, le droit à être armé est lié à ça. C'est ça qu'on oublie. Oui, bien sûr. Et parce qu'on fait ça de façon un peu aussi facile de discuter sur le droit des milices aussi aux États-Unis. Et donc, j'ai mon droit de résistance à l'oppression. Comme ça a une valeur constitutionnelle, c'est un droit qui est au-dessus de la loi. Qu'est-ce que je fais ? Droit de résistance à l'oppression. À partir de quel moment l'usage de la violence va être considéré comme légitime parce que
vous résistez à un État oppresseur ou illégitime et donc du terrorisme. C'est un vrai souci. Et moi, j'ai résolu ce problème-là, ça fait déjà pas mal de temps, avec une formule assez simple. La personne qui se revendique du droit de résistance à l'oppression, en tuant n'importe qui dans la rue. Il s'en prend pas au régime oppresseur, il s'en prend à la population qui est oppressée. Donc, il peut pas se revendiquer du droit de résistance à l'oppression. Ça serait absurde. Vous allez tuer la population dont vous dites qu'elle est oppressée par le régime oppresseur pour vous revendiquer l'article 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, on voit bien qu'on peut, et vous pouvez même dire que le régime est oppresseur. Simplement le fait. Ce serait légitime si on s'en prend bien ou aux armées. Voilà, au régime oppresseur lui-même. Vous comprenez, vous pouvez pas dire, c'est légitime, c'est mon article 2, droit de résistance à l'oppression, alors vous en prenez à la population dont vous dites qu'elle est oppressée. Ça n'a aucun sens. Et donc, on en revient à la méthode terroriste, le fait de tuer de façon aveugle des gens dans la rue, ne peut pas être autre chose que du terrorisme, ça peut pas être du droit de résistance à l'oppression. Par rapport au début de votre carrière, en tant que juge juge d'instruction au pôle antiterroriste, est-ce que vous avez vu une différence entre les différents actes terroristes, les différentes organisations politiques? Je pense, en fait, quelque chose qui me vient tout de suite dans la tête, c'est la différence entre Al-Qaïda et Daesh, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez vu une différence? Alors, d'abord, je tiens à préciser que avant d'être juge d'instruction antiterroriste, donc en 2006, j'avais été procureur antiterroriste 2000 à avril 2003. Ce qui fait que j'ai commencé l'antiterrorisme en 2000. À l'époque, on avait beaucoup de terrorisme séparatiste. Corse, basque, ETA. Donc l'univers du terrorisme ne se limitait pas au terrorisme islamiste. Il y avait beaucoup d'autres formes de terrorisme. C'est important quand même à bien comprendre ça. Il était même peut-être moins pris au sérieux d'ailleurs qu'il est aujourd'hui. Oui, enfin, je veux dire, ETA, ça faisait peur. C'était enfin, je veux dire, non, le terrorisme islamique était moins pris au sérieux que... ça, c'est sûr. Avant le 11 septembre 2001, puisque moi, je suis arrivé au parquet antiterroriste en 2000 et qu'on m'a chargé de l'islam radical, je peux vous dire que... voilà, ça intéressait personne. Après le 11 septembre 2001, les gens ont commencé à dire, oula, voilà, il y a un petit problème. Bon, j'ai connu l'âge d'or, donc, d'Al-Qaïda. Et les gens étaient très, très différents. C'est des gens très convaincus, très endoctrinés, très littéraires. Alors, je me comprends. À l'époque, c'est pas Internet, hein. Il y avait pas. C'était des revues, des livres. On était dans la doctrine, rentrée littéraire. Donc, mais même des textes anciens, D'accord, okay. Voilà, des textes anciens, des gens qui avaient décrit le djihad, enfin qui avait expliqué le djihad au XVIIe siècle, des choses comme ça, qui avait expliqué la légitimité du djihad en se basant sur les textes, etc. Et donc tout ce fond doctrinal, il est resté après, mais les gens étaient nourris que de ça. Ils n'étaient pas nourris d'images, par exemple. Quelqu'un qui était en France en 2000, qui décidait de rejoindre Al-Qaïda, c'est-à-dire un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan, Pakistan, zone frontalière généralement, il devait passer à Londres, parce que c'est là qu'il y avait les grands mentors salafistes, Abu Doha, Abu Qatada, Rachid Ramda, peu importe, Abu Hamza, je fais tous les Abu que vous voulez. Et donc, il allait dans les deux mosquées qui étaient réputées, où on pouvait prendre contact, Finsbury Park notamment. Là, on le testait, on vérifiait ce qu'il valait, etc. Ça durait très longtemps. On faisait une petite enquête sur lui. On voyait son fond doctrinal. On prenait des mois pour ça. Et enfin, il était envoyé dans un camp en Afghanistan ou à la zone frontalière Pakistan-Afghanistan. Où là-bas, il était pris en charge dans des maisons, à Peshawar, par exemple, au Pakistan, avant d'être envoyé en Afghanistan, où il y avait déjà un sas de sécurité, j'allais dire. Et là, il rentrait dans ces camps d'entraînement, où il restait 1 an et demi, où on le formait. On continuait à le former militairement, évidemment. Et puis après, il devenait agent normand. On le renvoyait, on lui dit, tu restes peinard. Dans son pays d'origine. Ouais, et tu attends de voir ce qui va se passer. Ce qui s'est passé pour la cellule de Hambourg, pour l'attentat du 11 septembre 2001. Pays d'origine ou pays d'où il venait, oui. Enfin, en tout cas, pays dans lequel il peut s'intégrer. On lui demandait d'être tranquille, de rien faire, de se faire oublier. Et donc, il y avait quelque chose qui est de l'ordre de l'espion. Voilà. Donc, quelque chose qui est très, très élaboré avec des gens, vous imaginez le degré de formation idéologique.
Imaginez une seule seconde quelqu'un qui a été volontaire pour s'écraser sur une tour du World Trade Center. Ce gars est volontaire depuis 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, sa détermination, même alors qu'il n'est plus en Afghanistan, qu'il n'est plus entouré par le groupe, qui n'a pas les cours le matin de théologie, il va rester déterminé quand même pendant tout ce temps-là. C'est énorme quand on y pense. Donc, on avait affaire vraiment à ce que j'appelais l'âge d'or d'Al-Qaïda. Et leur projet, c'était lequel, Al-Qaïda, à l'époque? Il y a eu plusieurs variantes. Vous savez qu'au départ, le projet, ça a été simplement dans ce qui s'appelait pas encore Al-Qaïda, c'était lutter contre les Soviétiques. Et ça, c'était sponsorisé par les Américains et puis par l'Arabie Saoudite. C'est comme ça que Ben Laden s'est retrouvé là-bas. Un pays musulman avait été envahi. On applique la doctrine traditionnelle du djihad. Les musulmans doivent aller protéger ce pays musulman. C'était tout simplement ça. D'accord. Mais il y a eu une cassure parce que, première guerre du Golfe 93, l'Arabie Saoudite accueille des soldats américains sur son territoire, ce qui déplaît fortement à Ben Laden. Puisque là, on n'accepte que des mécréants aillent sur le lieu les plus saints de l'islam, alors que moi, je suis venu faire la guerre aux Soviétiques pour la même raison. Donc, il y a une cassure totale qui se crée, une clandestinité plus ou moins, et Ben Laden va dans différents pays, dont au Soudan, il revient accueilli par les talibans qui ont pris le pouvoir, et là, on va se créer les camps d'entraînement, etc. Donc, c'est progressif, si vous voulez. Mais l'ennemi juré d'Al-Qaïda à ce moment-là, c'est l'Amérique et ses alliés. C'est essayer de leur faire le plus mal possible sans... Oui, c'est-à-dire ils estiment que ses alliés, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les pays musulmans alliés en fait, surtout. Et Israël évidemment parce qu'il y a dans la région du Cham, qui est la région historique où le prophète Mohammed a étendu l'islam. Israël fait tâche, si l'on peut dire, puisque c'est l'allié juré des États-Unis dans une région qui normalement est la région naturelle de l'islam radical pour eux. Daesh, faut pas oublier que c'est État islamique au Cham. Okay. Donc il reste cette idéologie, mais la différence de Daesh, c'est qu'ils ont accueilli tout et n'importe quoi. Justement, je voulais venir à Daesh parce que du coup pour Al-Qaïda, donc le projet c'était de faire mal aux États-Unis et ses alliés. Daesh, ils avaient un projet étatique d'avoir un califat là-bas. Oui. Alors, il y a toujours eu un projet d'avoir un califat. Le problème, mais Al-Qaïda avait une vue complètement planétaire, clairement. C'est-à-dire que l'islam radical devait, au bout du compte, s'étendre partout dans le monde, un truc classique. C'est vrai que Daesh, au départ, a voulu asseoir ses bases sur le Cham, la partie qui maîtrisait, proclamer le califat, espérer pouvoir respirer un tout petit peu après. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'en fait, heureusement que ça n'a pas été le cas, mais on aurait pu avoir ce phénomène avec des accords. Une fois qu'ils avaient mangé une bonne partie de l'Irak et une bonne partie de la Syrie, avoir une espèce d'accord, on s'étend pas plus, vous nous laissez tranquille, on a notre territoire où on applique la charia, l'islam véritable, et puis pouf. Bon, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, mais il y a toujours cette tentation. On le voit bien avec le retour des talibans, le retrait des troupes, c'est quand même pour l'instant un consensus qui consiste à dire faites ce que vous voulez chez vous, même des choses qu'on a condamnées, etc., ce que vous faites aux femmes, qui peuvent plus chanter, qui peuvent plus mettre un morceau de peau d'or, etc. Les droits des femmes sont considérés restreints depuis... Tant que vous faites ça, et que vous nous embêtez pas, que vous faites pas de terrorisme chez nous, vous essayez pas on vous laisse tranquille. Et c'est exactement ces négociations qu'avaient lieu avant le 11 septembre 2001, quand on demandait au Mollah Omar de livrer Ben Laden. Les Américains ont jamais dit avant le 11 septembre 2001, on va attaquer. Pourtant, ils avaient des attentats très forts, très importants. Les ambassades américaines, 230 morts en Afrique en 98. Mais simplement, ils sont allés voir les talibans. Ils ont dit bon, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Vous pouvez être complètement radicaux. Nos principaux alliés, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, on sait ce que c'est que l'islam radical, c'est pas un problème pour nous. C'est super, ils croient en Dieu, c'est très bien, nous aussi. Non, c'est beaucoup plus... Mais par contre, on ne peut pas vous abriter quelqu'un qui fait des attentats contre les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pas possible. Donc, vous nous le livrez et continuez votre vie peinard. Le Mollah Omar a dit non, c'est hors de question. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Ben Laden a fait le 11 septembre 2001.
Et il y a eu les frappes américaines derrière. Mais la tentation de... Voilà, il n'y a pas de vraie morale là-dedans. De temps en temps, on va vous présenter comme disant il faut aider les femmes afghanes. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, en fait, pour telle ou telle raison, on va utiliser cet argument parce qu'on a envie de faire la guerre en Afghanistan. Et puis par moment, on n'a pas envie, on n'utilise pas cet argument. Elles ne sont pas de meilleure situation aujourd'hui qu'elles l'étaient en 2001, vous comprenez ? Et donc, faut pas aller chercher des grandes théories, droits de l'homme, etc. Et elles ont une meilleure situation quand les États-Unis étaient présents avant qu'ils se retirent. Bien sûr, ça montre bien. Non, mais elles étaient sous le régime des talibans à partir de 96, brimées exactement de la même façon dont elles sont brimées aujourd'hui. Et les Américains en partant et les Français en partant savaient très bien qu'on se retrouverait exactement dans la même situation. Ce qui n'a pas et là, aujourd'hui, c'est au prix de se dire d'un accord avec les talibans pour dire vous n'abritez aucun groupement terroriste. Si c'est demain, le cas aujourd'hui, c'est ce qui... Bien sûr. Okay. Si demain, ça c'est regardé à la loupe, par contre. Si demain, il y avait un accord, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'actuellement, les talibans se battent avec Daesh. Il y a des attentats de l'État islamique contre le régime taliban. D'accord. Eh oui, mais il faut... Non, mais je sais bien qu'il y a plein d'actualités, etc., mais j'entendais parfois, il y en a eu un il n'y a pas tellement longtemps, un attentat de l'État islamique contre les talibans. Donc on n'est pas du tout dans une dynamique actuellement, on est contraire dans une dynamique, les talibans disent c'est hors de question que vous fassiez du terrorisme, parce que nous, on ne veut pas avoir le même phénomène qui s'est passé en 2001. On veut asseoir notre pouvoir. Mais quand ils auront assis complètement leur pouvoir, qu'ils auront rétabli un certain nombre de situation économique, parce que c'est désastreux actuellement, on ne sait pas ce qui se passera au niveau d'accord avec les groupes comme l'État islamique. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, il faut être très, très méfiant. Ils continuent d'exister aujourd'hui. Oui, l'État islamique, le régime taliban a pris le pouvoir, l'État islamique existe là-bas, mais actuellement, les attentats de l'État islamique, ils sont faits contre le régime taliban. Précisément parce que ils sont ennemis actuellement. Les talibans ne veulent pas de terroristes chez eux. Et là, aujourd'hui, les talibans qui n'ont rien à voir avec Al-Qaïda, pour bien comprendre. Non, mais les talibans ont permis l'émergence d'Al-Qaïda, ont permis la formation de 25 000 à 30 000 salafistes sur leur territoire à l'époque du Mollah Omar, ont la même idéologie. D'accord. C'est un peu si vous voulez, c'est toujours le même problème. L'idéologie en elle-même bon, il y a 4 grandes écoles sunnites, je vais pas faire un cours, mais l'école hanbalite est devenue le wahhabisme, je vais dire, et qui est complètement... Le wahhabisme en Arabie Saoudite. Oui, et qui est complètement exactement la même chose que le salafisme, faut pas se leurrer. Bon, simplement... un Saoudien, il veut un islam radical, mais il veut pas qu'il y ait de la violence, de la kalash et que leur établi soit perturbé. Il veut pouvoir faire des contrats financiers, vendre du pétrole, etc. Mais sur le fond, la doctrine elle-même, c'est le même islam radical. Simplement, il y en a qui veulent l'imposer par la force et il y en a qui veulent pas. Au milieu de tout ça, entre l'Arabie Saoudite et, je dirais, d'autres pays, et l'État islamique, ou dans le temps Al-Qaïda, vous avez des frères musulmans qui, eux, veulent imposer l'islam radical par la politique. C'est ça la grande différence. Partout en Europe, l'idée générale, c'est avoir une influence grandissante pour petit à petit obtenir des droits, des avancées de l'islam radical. Dans tel pays, on va essayer de voir si on peut pas négocier le droit d'être voilé ou pas. Enfin, voilà, la politique des petits pas, essayer d'y aller en douceur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on aurait pu anticiper certains attentats, notamment le 13 novembre, parce que vous avez dû arrêter vos fonctions de juge d'instruction au pôle antiterroriste juste avant, en août 2015, et juste après, il y a les attentats et vous aviez prévenu que ça allait avoir lieu. Que ça allait avoir lieu. Mais en fait, ceci dit, on le savait que ça allait avoir lieu. Alors, on savait qu'il y avait des lourds attentats qui étaient préparés par Abaoud, puisqu'on avait arrêté des gens qui nous l'ont confirmé. Moi, j'en ai eu un en face le 15 août qui me l'a confirmé, en me disant même que ça serait un concert de rock, donc on n'était pas complètement dans le flou. C'était logique aussi, puisque nous avions eu énormément de Français et de Belges qui s'étaient retrouvés à Raqqa notamment, et qui avaient de la haine et qui voulaient faire des attentats en France. On le savait aussi, puisqu'on avait eu pendant toute l'année 2014 et l'année 2015 des tentatives d'attentats, parce que quand un gars vient envoyé par Abaoud pour tuer des gens dans le Thalys, bref, on a eu aussi de la chance, etc. Bon, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs alertes très chaudes.
Et puis, de toute façon, c'était... Alors, est-ce que c'était prévisible? Donc, c'était prévu. Donc, je ne vais même pas vous répondre à prévisible. La vérité, c'est qu'on a fait la même erreur qu'avec Al-Qaïda. Pas que la France. Al-Qaïda, pendant des années, a fait des camps d'entraînement à ciel ouvert. 30 000 personnes sont venues partout, d'Europe, des États-Unis, pour s'entraîner à des futurs terroristes. On savait. À ciel ouvert. Avant le 11 septembre 2001, on les voyait, les camps. C'était filmé, on savait parfaitement. Donc, on savait, on a laissé grossir Al-Qaïda sans rien faire, et ça a donné le 11 septembre 2001. Quand vous laissez un groupe terroriste grossir, devenir très fort, à ce moment-là, c'est une menace incontrôlable. Donc, on a laissé grossir, et là pour d'autres raisons. On a laissé grossir car on a été incapable de se mettre d'accord pour renverser le régime de Bachar el-Assad. C'est ça la réalité. Bachar a libéré tous les salafistes de ses prisons parce qu'il voulait en face de lui n'avoir que les pires. L'ennemi de Bachar, c'était allez, pas démocrates, c'est un grand mot, mais l'armée syrienne libre, etc., pas des salafistes djihadistes. Mais Bachar s'est dit, je ne garderai le pouvoir que si face à moi, j'ai un ennemi plus insupportable pour l'Occident et les États-Unis que moi-même. C'est la technique habituelle, hein. C'est pas le premier, les derniers à faire ça, c'est classique. Donc, il a tapé sur les groupes autres que l'État islamique, hein. Et après, il y a eu ce truc qui a grossi. À ce moment-là, il devenait très urgent de renverser le régime de Bachar pour que ceux qui n'étaient pas salafistes djihadistes puissent, ne pas... Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce monstre État islamique qui grossit, avec des gens qui nous en veulent, qui l'ont dit, qui se mettent sur Facebook, qui se filment en brûlant le passeport français en disant « on va vous en mettre une ». Comment voulez-vous Donc, vous voyez bien que c'était prévu. et puis, d'autre part, moi, je le sais de l'intérieur à l'époque. Je sais quelle est notre capacité de surveillance. On est en quelle période à ce moment-là, quand il y a le régime de Bachar el-Assad qui est en train de... Ça a basculé, je dirais, en 2014. J'allais dire, Et puis, bon, la création officielle de l'État islamique, c'est juillet 2014. Mais avant, c'est État islamique en Irak et au Levant. Il a changé de nom lors de la création, la proclamation du califat. Mais on sait surtout que 3000 Français sont allés là-bas. Hein, et pas des gens qui nous aimaient. Et on sait aussi que là-bas, à Raqqa, quand Abaoud demandait qui veut faire un attentat en France, tout le monde levait le doigt. Ça, c'est des choses sues. Or, moi, de l'intérieur, encore une fois, avec des années à l'antiterrorisme, je connaissais notre capacité de surveillance. Jusqu'à présent, tous les dossiers que j'avais eus, tous les djihad que j'avais eus, on savait quand la personne partait en Afghanistan s'entraîner, quand elle revenait, on le surveillait, on voyait s'il se préparait quelque chose. On avait assez d'effectifs par rapport au nombre de cibles pour être efficace. Mais quand vous êtes dans une situation où vous avez tellement de départs et tellement de retours que vous ne gérez plus rien, j'ai eu des dossiers où on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient fait 2 allers-retours sans qu'on sache qu'il était parti. Donc ça veut dire que quelqu'un qui allait s'entraîner à faire du terrorisme rentre en France, on ne sait même pas qu'il est en France. Vous imaginez bien que la menace de l'attentat est majeure. C'est pourquoi il y en avait trop. Il n'y avait pas assez de personnes pour s'en occuper. Une fois qu'il y a eu le 13 novembre 2015, l'argent a coulé à flot. Mais je vous rappelle que moi, en 2000, on était 4 quand on a commencé l'antiterrorisme au parquet. Hein. Il y avait 4 juges d'instruction et 4 procureurs. Moi, j'étais seul à faire l'islam radical. 4. Ils sont 26 maintenant au parquet national antiterroriste et il y a 13 juges d'instruction. Ça, c'est après 13 novembre 2015. C'est-à-dire que après les attentats, enfin, l'argent est arrivé. Parce que ce que je dis pour les juges et les procureurs est vrai pour les services de renseignement. Pour la DGSI, ils ont eu de l'argent et ils ont recruté plein de monde. Mais à l'époque, on était sous-dimensionné par rapport au travail qu'il y avait à faire. Et quand vous êtes dans cette situation, je n'ai pas les moyens, quand on faisait des réunions, tout le monde était d'accord, les gens de la DGSI aussi, ça nous pétait à la gueule. Alors moi, j'en avais un peu marre. Pourquoi vous écoutez pas? Quoi? Pourquoi vous écoutez pas? Pourquoi vous n'avez pas eu plus de moyens à ce moment-là? Mais parce que ça n'avait pas fait boum. Vous savez, malheureusement. Mais non, mais je veux dire, quand il n'y a pas la tuerie, avant la tuerie, c'est toujours pris, le porte-monnaie, il se dessert pas, vous faut pas dramatiser, etc. Enfin, il y a cet effet-là. Vous voyez, enfin, c'est comme si vous me disiez, la menace terroriste, elle n'est pas née après le 13 novembre, elle existait avant, sinon il n'y aurait pas eu le 13 novembre. Que là, vous voyez bien ce que je veux dire. Pourtant, c'est bien après qu'on crée le parquet national antiterroriste en disant il faut 26 personnes. Hein, donc, vous voyez bien voilà, c'est tout. Mais c'est pas propre à la France, avec tous les pays fonctionnent un peu comme ça. Et cette menace aujourd'hui, elle est
plus grande, je parle de la menace terroriste islamiste, elle est plus grande que d'autres menaces terroristes? Est-ce qu'il y a d'autres menaces terroristes aujourd'hui? Bon, alors manifestement, il y a une menace qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, qui est quelque part en réaction aussi, hein. C'est-à-dire que la poussée des groupuscules d'extrême droite s'explique aussi par la surmédiatisation de l'islam radical, par le terrorisme, hein. Tout le monde a parlé là pendant des années d'attentats islamistes, de la montée de la radicalisation et tout ça. Donc il y a une Donc islamophobie, fatalement, une xénophobie qui par définition. Donc généralement, c'est comme ça qu'on voit monter des systèmes parallèles, effectivement. Et donc, pour moi, effectivement, il y a une menace de terrorisme d'extrême droite qui va monter de plus en plus, de gens qui vont vouloir s'en prendre à l'islam sur le territoire français. Malheureusement, en plus, j'allais dire, ils vont pas ils sont pas assez structurés mentalement pour faire le partage entre, j'allais dire, bons musulmans et mauvais musulmans, très radicalisés, danger, et puis les autres, hein, ils vont s'en prendre à n'importe quelle mosquée, n'importe quoi, hein, faut pas rêver. Donc on risque d'avoir quelque chose qui est assez, qui va dans tous les sens. Il y a déjà eu des tentatives aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais même moi, avant que je parte, j'avais déjà eu ça. Un ancien militaire qui avait tiré dans une mosquée, etc. Il y avait des épiphénomènes comme ça. Avec une théorie qui est assez extraordinaire, la théorie domino. Quand je lui posais la question, je lui dis, mais ça sert à quoi votre truc? C'est très simple. Je m'en prends à des musulmans, va y avoir une réaction de la population musulmane très violente, et donc l'État français va devoir s'en prendre aux musulmans. Ça, c'est ce qui vous expliquait? Bien sûr. Dans un rendez-vous que vous avez même aujourd'hui, dans les groupes d'extrême droite, c'est la théorie. C'est-à-dire, il faut entraîner de la part de l'État français une surréaction sur la population musulmane, parce que la population elle-même aura réagi à des atteintes contre elle. Voilà. Est-ce qu'il y a un entretien que vous avez fait justement avec quelqu'un, un terroriste, qui vous a marqué? Il y en a eu pas mal, surtout comme je vous ai dit, au début, j'ai eu le droit à des gens qui étaient quand même très, très idéologues, qui étaient donc des gens d'Al-Qaïda. La personne qui m'a le plus marqué, sans doute parce que c'était très agréable aussi, j'ai déjà parlé de lui, c'était l'administrateur du site Shoumouk al-Islam, qui a été vraiment la centrale médiatique d'Al-Qaïda, qui était chargé de récupérer toute la documentation vidéo ou audio d'Al-Qaïda pour la diffuser, la propagande, hein, mais qui aussi faisait plein de messageries privées qui permettait en se servant des forums, des différents trucs, des différents sites de centrales médiatiques, qui permettaient aux groupes de communiquer entre eux. Et on a eu l'énorme chance de l'arrêter à Toulon. Ça paraît extraordinaire, mais et de récupérer, parce qu'il avait rentré ses codes administrateurs au moment où il est interpellé. D'accord. Ce qui fait qu'on avait accès à la banque de données. Et c'était voulu, ça, ou c'était un hasard total? C'était un coup de chance. Ok, d'accord. Je crois qu'on n'aurait jamais eu. Mais du coup, une masse de données extraordinaire, hein, sur tout le monde. Hein. Et donc lui, oui, droit dans ses bottes complètement. C'était un Tunisien. Il expliquait, il est devenu petit à petit, il a monté les échelons. À partir de la guerre en Irak de 2002-2003, Al-Qaïda avait décidé de jouer la carte Internet, enfin grosso modo, en créant des sites et en faisant de la propagande massive, qui d'ailleurs a marché, parce qu'en 10 ans en France, on a vu dans des petites villes qui n'étaient pas des foyers salafistes, des jeunes qui se retrouvent à s'endoctriner tout seuls ou à groupe de 2-3 devant Internet, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et donc la propagande consistait à montrer des images de ce qu'on faisait des musulmans dans le monde, hein, les bombardements américains en Irak, le corps démembré d'une mère de famille, des enfants qui pleurent, et montrer la solution, les glorieux Moudjahidines sur leur pur sang arabe qui combattent les Américains. C'était à peu près ça. D'accord. Et donc, Shoumouk al-Islam récupérait des brigades médiatiques d'Al-Zarqawi, c'est comme ça qu'elles s'appelaient, sur le terrain en Irak, des images qui étaient diffusées, après montées, mises en scène, diffusées pour faire la propagande. Voilà, centrale médiatique d'Al-Qaïda. Donc, il était devenu très important, lui, parce qu'en fait, c'est par ça que l'idéologie djihadiste, salafiste, est venue dans tous les foyers en France et a créé cette radicalisation, y compris dans les endroits qui n'étaient pas radicalisés. Parce que des endroits radicalisés, il y en avait à Toulouse, à différents endroits classiques. Mais là, non, c'était partout. Tout à coup, on a des gens à Orléans, à Tours, qui voulaient partir en Irak. Enfin, vous voyez. Et donc, ça a eu un rôle très important. Et ce gars-là était très sympathique, d'abord, je suis obligé de le dire. D'abord, intellectuel,
raisonnant, donc on discutait de la légitimité de ce qu'il faisait, et lui, c'était très clair. Bon, ben moi, j'estime qu'il faut effectivement que l'islam radical voilà, gouverne le monde et on se donnera les moyens, on a le temps pour ça. Et voilà, enfin, c'était très structuré. Et vous ne considérez pas comme un ennemi? Si, bien sûr, mais non, mais après, ça n'empêche pas le respect. On n'a pas que des gens complètement, je sais pas comment dire, excités ou haineux. Je crois que c'est ça que les Français ne voient pas aujourd'hui. C'est que la dernière période leur a faussé la vue, parce que les gens qui s'en sont pris à la France avaient de la haine. Ceux qui étaient partis, les Belges ou les Français qui étaient partis rejoindre l'État islamique, l'avaient fait pour des raisons bien souvent personnelles. Et quand ils revenaient pour faire un attentat en Europe, c'est d'abord la haine qui les motivait. Je sais pas comment... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y avait pas de... Un jeune Français qui est parti rejoindre l'État islamique et qui revient, qui est volontaire pour aller faire un attentat en France, il est parti parce qu'il avait la haine de la France. Voilà. Donc la haine, donc c'est cette Lui, il image. avait pas forcément de projet politique derrière, de construction philosophique. Non, bien sûr que non. D'abord, ces gens-là de l'État islamique, la dernière génération, avaient aucun endoctrinement. Voilà, c'est le, je sais pas comment l'endoctrinement pour les nuls, quoi. Si on fait une comparaison, je veux dire, c'est quelques images. Je dis la différence. Al-Qaïda, c'est pas l'image qui a endoctriné, et l'image c'est très traite, parce que avec l'image, vous jouez sur la carte émotion, c'est tout. Un jeune, c'est pour ça qu'on a eu des mineurs et des femmes aussi. Parce que qu'est-ce qu'elles voient? Des images qui les choquent. Ah, c'est ça qu'on fait aux musulmans dans le monde. Les Américains, ils torturent, ils tuent, etc. Donc, on n'est pas en train de leur apprendre c'est une réaction émotionnelle. Voilà, c'est émotionnel. La vidéo, l'image, voilà, la cible, c'est l'émotion. Ce qui fait que l'émotion, ça va très vite. En 3-4 mois, vous avez des jeunes qui se radicalisent avec des images. Alors que c'était impossible avec des textes. Il faut déjà lire. Il faut s'éduquer. Et donc l'époque Al-Qaïda du début des années 2000, vous imaginez bien que ça se passe, c'était beaucoup plus lent, le processus. Mais du coup, il était plus fort, au total. Oui, bien sûr, plus ancré, parce qu'on avait étudié pendant plusieurs années. C'était plus intellectuel. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas les mêmes. J'ai réfléchi à ça, pourquoi c'est pas les mêmes que j'ai eu, c'est amis que j'ai compris. Pourquoi on avait très peu de femmes et jamais de mineurs, pareil. Ouais. Parce que les enfants, ou les ados, ou les jeunes majeurs, sont très influençables par l'image. C'est la vérité. Parce qu'on a moins de recul, justement, de moyens de chasser l'image. On est sur l'émotion. Puis on est sur l'émotion parce qu'on est jeune aussi. Vous savez, un jeune, il est ému. La situation l'émeut. Il est là. C'est dégueulasse. Enfin, je sais bien, j'ai des mots. On monte voilà, vite dans les tours. Parce qu'on est choqué par une situation. Parce que le sentiment d'injustice, plus on est jeune, plus on est... le sentiment d'injustice, il est très fort. Oui, c'est pour ça que se pose aussi la question des réseaux sociaux, l'accès des réseaux sociaux aux jeunes. Exactement. Et après, on relativise, peut-être malheureusement, mais on perd un peu sa fougue. Voilà. Je voulais vous montrer un extrait justement à ce propos. Il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien. Voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. Je tiens à faire une différence, moi, entre les personnes qui vivaient en France, les Françaises ou les Français, qui sont partis au tout début, c'est-à-dire 2013, alors que c'était le foutoir en Syrie, qu'il y avait à la fois l'ASL, etc. C'était pas clair. Maintenant, celles ou ceux qui sont partis rejoindre l'État islamique, alors que l'État islamique avait montré ce qu'il était capable de faire, les atrocités, brûler vif un pilote jordanien, faire des attentats, exécuter des otages, etc., ils sont allés rejoindre un groupe terroriste dont tout le monde sait qu'ils étaient des fanatiques et qui tuaient n'importe qui, et qui tuaient aussi, qui réduisaient en esclavage les yézidis, enfin, voir ce qu'ils faisaient sur place. Donc ces gens-là peuvent pas tenir ce discours. Ils sont pas allés faire un voyage touristique. Ils sont venus rejoindre un groupe terroriste particulièrement dégueulasse. Et ceux qui sont allés rejoindre ce groupe, alors que la France avait déjà été tapée par ce groupe, qui disait qu'il voulait taper la France, qui avait déjà tapé la France ou qui allait taper la France. Enfin, imaginez. Enfin, si vous vivez en France, vous êtes français, qu'après le 13 novembre 2015, vous partez pour la Syrie. Non, il y en a qui sont partis en Inde, à Katmandou. Non, mais attendez,
Fumer du shit, et puis jouer de la guitare. Non mais c'est pas pareil du tout. Donc c'est ridicule ce discours. Et donc ça, selon vous, c'est des personnes qui ne devraient pas rentrer en France? Ah, j'ai pas dit qu'elles ne devaient pas rentrer en France. Moi, je suis pour traiter nos Français. Je suis pas pour laisser les... C'est pas ça du tout. Elles doivent revenir, on doit les juger pour ce qu'ils ont fait ou pas. Comme les enfants, c'est complètement... Exactement, la question des enfants se pose aujourd'hui. Je sais même pas comment un politique peut dignement soutenir qu'un enfant de 4-5 ans, français, doit pas rentrer en France. Enfin, c'est quoi cette histoire? On en est où aujourd'hui? Il y a encore des enfants français qui sont pas revenus Je en France? sais pas, j'avoue, il y en a plein qui sont rentrés, donc, peut-être pas tous. Mais ça, bien évidemment, d'abord, ils sont innocents, c'est des victimes de guerre comme les autres. Et puis si on commence à avoir peur d'un enfant de 4 ans, ça va pas du tout, quoi. Non, il y a une espèce de grosse lâcheté, de tendance à vouloir botter en touche, pas régler nos propres problèmes. On le voit bien aussi avec les retraits de nationalité français, tout ça, pour les binationaux. C'est l'idée que même s'il est né en France, qu'il s'est produit par la France, il faut essayer de le refiler à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et il y a le conteneur du voisin, là, schlock. Non, mais c'est irresponsable, vraiment irresponsable. Je vous demandais tout à l'heure une personne qui vous avait marqué, vous avez rencontré. Est-ce que selon lui, il y a des choses qu'on peut apprendre des terroristes? Non, mais c'est leur idéologie qu'on apprend tout le temps. Dans ces nuances, tout le monde n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, parce que vous avez différentes écoles là aussi. Par exemple, il y en a qui sont absolument pas antisémites au sens anti-Israël. C'est pas un souci pour eux, c'est pas leur credo. Et puis parce que dans la variété des salafistes qui prônent l'action violente, vous avez quand même des Européens, des Asiatiques, je veux dire, et c'est pas la même vision du monde quand même. Quand vous avez un Indonésien, un gars de Malaisie, non, mais il y a des terroristes bien sûr, de Malaisie, bien sûr. Vous savez que il y a eu des groupes comme Abu Sayyaf dans les Philippines, etc., affiliés à Al-Qaïda, mais vous en avez partout. Ils viennent pas tous du même endroit. Vous avez aussi cette compréhension de l'humain. On a beaucoup parlé à l'époque de Charlie Hebdo, et même après, quand il y a eu à nouveau quelqu'un qui dans la rue de Charlie Hebdo, bref, des Pakistanais, des Tchétchènes, etc. Et ce que vous apprenez en les ayant en face de vous, mais c'est très simple. Enfin, c'est des choses que je regrette que les médias ne disent pas plus, mais un Pakistanais va être en France. Il va réagir aux caricatures du prophète comment? Il va réagir comme il aurait réagi au Pakistan, si ça fait pas longtemps qu'il est là, par exemple, ou s'il est resté complètement dans sa culture. Au Pakistan, vous risquez la peine de mort. Pour blasphème. Évidemment. Non, je veux dire, il faut aussi avoir cette conscience qu'on n'est pas tout seul au monde et que vous pouvez pas raisonner comme ça. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est baigné dans une culture où au Pakistan on va aller tuer une jeune chrétienne pour un blasphème parce qu'elle a dit une phrase de travers, mais il y a eu des cas comme ça. C'est quelque chose que vous prenez en compte dans le jugement? Mais sa culture et la façon dont il va réagir, on juge les gens individuellement. Hein, c'est pas moi qui vais les juger, mais moi quand on est juge d'instruction, on doit faire apparaître tout ça pour la cour, parce que ça fait partie de la structure du gars. Ça sert à rien de lui dire ça. Et puis aussi parce que moralement quand même, il faut au bout d'un moment dire que oui, il y a des pays qui se comportent de telle ou telle façon et qui sont pourtant nos copains. Hein. Les Saoudiens aussi, le blasphème, c'est la peine de mort. Voilà, enfin, je veux dire, c'est toujours un peu. Ouais. Nous, on veut être universaliste. Hein, les droits de l'homme, c'est nous, on est les plus beaux, les plus forts. Et puis on s'assoit sur nos principes dès que c'est des alliés économiques ou autres. Il y a quelque chose qui est quand même curieux. Voilà, non. En tout cas, individuellement, il faut faire ressortir l'histoire du gars, les raisons pour lesquelles il est passé à l'acte, et les raisons pour lesquelles il est passé à l'acte sont parfois très profondes, totalement différentes des raisons pour lesquelles un petit Français blondiné s'est converti et a voulu faire l'attentat en France. Rien à voir, en fait. C'est ça qui est... Mais alors, on voudrait globaliser les raisons qu'ils ont d'agir. Vous avez vu des petits blonds, justement? Bien sûr. Donc, on voudrait globaliser les raisons qu'ils ont d'agir. Chacun a son parcours propre et a des raisons qui lui sont propres pour faire des actes violents. C'est pas, on peut pas tout mettre sur le dos d'une théorie religieuse. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Comment, quand on entend des horreurs, quand on les voit parfois, on n'a pas envie de répondre à l'horreur par l'horreur?
Comment vous arrivez moi, c'est mon discours exactement inverse. D'ailleurs, très souvent en face de vous, quand ils veulent parler, ils vont vous dire ce qu'a dit Mera quand il était enfermé et qu'il discutait avec un gars de la DST. Ah oui, ben bon, j'ai tué des enfants juifs là parce que Israël tue des enfants palestiniens. Bon, ce discours, je l'ai eu dans mon cabinet. Au contraire, le discours, c'est de leur dire, ok, alors il y a une injustice dans le monde, donc vous créez une autre injustice. Et alors, c'est quoi? Ça se compense, là? C'est quoi l'idée générale? Vous voyez ce que je veux dire? On ne répare pas une injustice par une injustice. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est bateau. Ça peut mener nulle part. On crée plus d'injustice en agissant ainsi. C'est le seul discours que vous arrivez à leur tenir et qui germe un tout petit peu, parce qu'il est tellement évident que ça leur pose problème. Ah, s'ils ont un Vous avez vu bien sûr, en face de vous quelqu'un qui est... il sait pas quoi répondre. C'est ça le vrai souci. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce moment-là? Rien, généralement rien. C'est ça. La discussion est là. Bon, allez, ok, mais d'accord, ok. Bien sûr, les enfants palestiniens qui reçoivent une bombe, c'est complètement injuste, c'est dégueulasse, c'est tout ça. Bon. Et donc, ça te permet de tuer des enfants qui n'ont rien fait aussi, qui sont innocents n'importe où. Donc, c'est une injustice pour réparer une injustice. Oh. Alors après, ça part sur la loi du talion. Mais qu'est-ce que tu me racontes? La loi du talion, c'est au contraire, il faut un tribunal islamique qui dise il est coupable, donc on va lui appliquer autant de mal que ce qu'il a fait, mais c'est au coupable qu'on l'applique, pas à n'importe qui. Et on t'a vendu une loi du talion tribale, c'est-à-dire j'ai le droit de tuer toute la tribu parce qu'un membre de la tribu là avait. Bon, c'est complètement dévié. On rentre dans des notions plus profondes. Il est emmerdé parce que généralement il n'a pas le niveau. Donc ça là, par contre, et quand il a le niveau, il est emmerdé quand même parce qu'il sait qu'il y a un fond de vérité dans ce que vous allez lui dire. C'est pour faire de la discussion et faire naître une lueur de l'intelligence. Mais cette phrase très simple, on ne répare pas une injustice par une injustice, est une constante et qui n'est pas suivie malheureusement politiquement dans les conflits dans le monde ou autrement. Hein. Généralement, au contraire, il y a le même réflexe que les groupes terroristes. L'utilisation de la violence est très peu raisonnée, même dans les guerres. C'est ça le grand problème, et le fait que malheureusement la violence, d'une manière générale, est quand même cynique et a pour but des intérêts qui n'ont rien de moraux derrière. Comment on arrive à appliquer une peine juste, justement, pour un terroriste? Il faut d'abord s'assurer d'avoir un dossier complet pour bien comprendre à qui on a affaire et être sûr de ce qu'il a fait ou pas fait. Et pas tout mettre dans le même bateau. Voilà, il fait partie de l'État islamique, donc on s'en fout. S'il a tué quelqu'un ou pas tué quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Non. Ouais, bien sûr. Il faut quand même faire établir les faits. Voilà, exactement, pour savoir exactement ce qu'on doit lui reprocher à lui individuellement. J'allais dire que c'est plus compliqué que la plupart des affaires de droit commun, le terrorisme, parce qu'on doit aussi apprécier dans l'idée de peine le risque de récidive, la dangerosité future. Et ça, c'est très compliqué dès qu'il y a une idéologie. Une idéologie ou une déviance mentale, puisque un grand psychopathe, un violeur en série, on se pose la même question finalement. Hein. Je vais lui appliquer une peine très longue parce que c'est un danger et on pense qu'il n'est pas curable, qu'il sera toujours dangereux. Bon. Donc le problème du terroriste, c'est ça. Et on sait d'ailleurs que finalement ce danger existe tant que l'idéologie existe quelque part. C'est-à-dire que y a des terroristes, à un moment donné, ça sert plus à rien parce que même s'ils sortaient, leur idéologie a disparu. Pour ça qu'on a fini par libérer les gens d'Action Directe. C'est quoi? Ils sortent. Voilà, c'est un exemple. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, des gens qui ont fait du terrorisme idéologique islamiste, dehors, ils vont retrouver la même idéologie tout aussi forte qu'avant. Et parce que l'actualité aussi qui peut les récupérer. Voilà. Donc Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Donc, une peine, c'est à la fois punir pour ce que quelqu'un a fait, mais aussi quand même tenir compte par rapport à sa personnalité et ses motivations du danger potentiel qu'il représente pour la société. C'est là où ça se complique. Parce qu'on n'a pas une boule de cristal, on sait très bien que on peut se tromper dans l'évaluation du risque futur, donc être trop sévère ou pas assez sévère dans un sens ou dans l'autre, et évaluer difficilement. Et c'est encore plus difficile quand les gens ont été arrêtés très vite. Je m'explique. Toujours l'histoire H d'or d'Al-Qaïda, quand on avait assez d'enquêteurs, on les arrêtait jamais tout de suite.
car des gens allaient faire du djihad, par exemple en Bosnie, ils revenaient, et il y en a qui faisaient rien. Ils avaient fait leur djihad en Bosnie, ils ne voulaient pas faire d'attentat en France. Mais heureusement, on les avait surveillés pendant 1 an et demi pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas une menace. Tous ceux qui sont revenus d'État islamique, là, qui désertaient ou pas, on savait pas trop, qui étaient mis dans les avions par les Turcs, qui nous arrivaient, parfois on savait même pas qu'ils étaient partis. Donc on n'avait aucune évaluation avant. Donc on les met en prison. Et en prison, le problème, c'est que la personne, elle n'est pas en liberté. On l'évalue pas en milieu libre. On l'évalue alors qu'on lui a rapproché d'être terroriste et qu'il sait que pour pas avoir de preuves en sortant, pas avoir trop de mesures derrière, administratives et autres, il a intérêt à se montrer le moins radicalisé possible. Donc, celui qui se montre très radicalisé en détention, bah ok, on a compris. Mais ça veut dire que celui qui ne montre rien, il n'est pas tout le temps radicalisé. Et n'a pas de mauvaise intention en sortant. Donc, le fait de ne pas avoir pu l'évaluer avant est un grand handicap aujourd'hui. On n'a pas d'éléments trop qui permettent de savoir s'il va être une menace en sortant. C'est assez compliqué. Vous arrivez à garder des distances avec une fois que vous avez vu quelqu'un, vous êtes entretenu avec quelqu'un, vous arrivez à vous dire ok, c'était mon travail. Oui. Je vous ai dit mais ça reste ce sont les êtres humains. Hein. Que ça soit droit commun ou terroriste, vous savez, c'est pas plus. Vous pouvez discuter avec quelqu'un qui a une idéologie, y compris violente. Par moment, ça peut être plus facile que quelqu'un qui a tué en droit commun 4-5 personnes, qui est psychotique. Le droit commun, c'est pas non plus très facile. Hein. Ou je sais pas. Enfin, dans ma carrière, j'en ai vu certains. J'ai croisé la route de Guy Georges, des choses comme ça. J'ai pas non plus. Je les ai pas trouvés. Je sais pas. Je partirais en vacances avec aucun des deux, mais si j'avais un choix, ça serait plutôt mon salafiste. Mais vous arrivez à serrer la main à n'importe qui. Je serre la main. Tout le monde. C'est reconnaître une partie d'humanité à la personne qui est en face de vous. S'il me l'attend, c'est pas moi, je fais pas spontanément. Ah, d'accord. Non, j'ai eu l'instruction, il est là, je lui dis bonjour, asseyez-vous, je lui dis au revoir. S'il me tend la main, je refuse pas, mais je tends pas la main, je serre pas la main spontanément. Est-ce qu'on devrait avoir peur aujourd'hui? Alors, la peur n'évite pas le danger, donc ça sert à quoi? La première chose. Un peu moins qu'à la veille du 13 novembre, si vous voulez, objectivement. Hein. Il y aura à nouveau des attentats, mais des attentats très structurés, ça paraît pas être mûr encore. Mais il peut toujours y avoir des individus isolés ou un mini-groupe qui fassent des choses très dangereuses. On a vu sur la promenade des Anglais à Nice, qu'une personne avec un camion pouvait faire mal, vous comprenez. Donc c'est difficile de voilà. Mais par rapport à tous les dangers qu'a une société, si vous voulez, objectivement, pour mes enfants, pour ma fille, c'est plus peur d'un viol qu'elle soit victime du terrorisme. Et j'ai raison statistiquement. Donc voilà. Si vous voulez relativiser le truc, c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, les Américains, pareil. Les Américains, ils doivent avoir beaucoup plus peur d'un fou pas terroriste avec une arme automatique qu'un terroriste islamiste. Parce que c'est ça la réalité. Et quel mal vous pensez que ça a fait à la société, justement, ces attentats? Ah bah ça, c'est dramatique parce que ça met les uns contre les autres. Hein. Il y a plus dès qu'on sort de la rationalité, quand vous commencez à voir des gens qui se méfient parce que l'autre, il a une barbe et tout ça, il regarde de travers, mauvais. Hein. Quand vous commencez à voir des gens aussi qui s'en prennent à quelqu'un parce qu'il a une kippa dans l'autre sens, mauvais. Une société, c'est une population qui doit vivre ensemble, qui doit avoir envie de vivre ensemble. Sinon, il n'y a plus de pacte social, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'harmonie. Et ça casse un peu ce pacte social, cette harmonie, et c'est mauvais. C'est très dommageable. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être très mesuré, réfléchir à ce qu'on fait quand on est au pouvoir, ne pas surréagir. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce débat en 2015 sur les centres de rétention, mettre tous les fichiers, c'est un truc complètement aberrant. Parce que les groupes terroristes veulent nous pousser à la surréaction, action sur réaction. Hein. Il faut qu'on s'en prenne à la population musulmane de façon indifférenciée pour qu'eux se disent c'est vrai, ils sont islamophobes, donc voilà. Donc il faut pas jouer le jeu, il faut toujours avoir la tête froide et faire très attention à ce qu'on fait.
Et c'est pas tout le temps le cas, et il y a surtout avec le jeu politique, avec une population qu'on infantilise. Parce que la population, voilà, on lui fait croire que sinon, si on fait pas ça, c'est du laxisme et que moi, je suis plus dur que l'autre. Donc voilà, boum, et j'ai mon état d'urgence et j'ai mon ceci, cela. Et voilà, et on sait que ça peut aller très loin. Même quand c'est pas du terrorisme, on voit avec la pandémie de Covid qu'on peut faire avaler n'importe quoi. Au niveau des mesures, hein. Oh, bah là, dans les parcs, vous pouvez pas vous promener. Ah si, ça serait mieux vous preniez dans les parcs finalement. Et puis non, mais je veux dire, honnêtement, ça va très loin. Ah, vous promenez votre chien, il faudrait vous faire une auto-attestation comme quoi vous prenez votre chien. Mais il est là au bout de la laisse. Non, mais je veux dire, quand on voit, alors que là, c'est simplement un virus, pardon, hein, où on peut aller là-dedans, imaginez en matière de terrorisme. Justement, c'est la peur liée aux attentats où on peut pousser la population. Hein. C'était un point que je voulais aborder, c'est de voir justement cette mise en l'état d'urgence quasi permanent qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça vous inquiète en tant qu'homme de loi? Ah bah les mesures administratives m'inquiètent. Les mesures administratives m'inquiètent parce que les mesures administratives, contrairement aux mesures pénales, où en fait on déclare coupable quelqu'un et on lui applique une peine, les mesures administratives, c'est des personnes pour lesquelles on n'a pas d'éléments suffisants, si vous réfléchissez bien. Donc, comme on n'a pas d'éléments, on sait simplement que, bon, il a un profil, il est salafiste, on n'a pas d'éléments. Voilà. En prévention, on lui applique des quasi-peines. Et cette tendance est de plus en plus lourde. Et on ne sait pas où ça s'arrête au bout d'un moment. Et c'est pour ça que je vous dis, 13 novembre, même, on a parlé de gens qu'il fallait mettre dans des centres de rétention, en dehors de toute infraction pénale. Donc, ça peut aller très très loin, ce raisonnement. En fait, quand on commence dans ces mesures administratives, voilà. Alors ça se calme parce qu'il n'y a pas d'attentat, puis après ça repart parce qu'il y a un attentat. Et donc on fait des listes de gens. C'est la liste des suspects, hein, c'est la loi des suspects de la terreur. Hein. Pas l'oublier, hein, c'est consiste à faire des listes de gens potentiellement dangereux pour les empêcher de nuire avant que potentiellement ils fassent quelque chose. C'est exactement contraire à ce qu'est un juge et à ce que le droit pénal qui sanctionne des gens coupables. Et justement, est-ce que la démocratie, elle est armée pour lutter justement face au terrorisme? Parce que ces mesures-là administratives vont à l'encontre de la démocratie. Ah bah justement, mais pourtant, peut-être qu'elles permettent aussi de... Mais donc, c'est un dosage. Vous savez, un dosage entre le respect des libertés individuelles et l'efficacité. Ce dosage, il faut que le système judiciaire l'assure. Il faut qu'on ait, quand on est juge antiterroriste, procureur antiterroriste, suffisamment de pouvoir pour effectivement pouvoir être efficace, moyen d'investigation, etc., tout en protégeant la liberté individuelle. Mais en sacrifiant aucun des deux aspects, vous voyez, c'est l'équilibre, c'est la balance de la justice. Les mesures administratives, il n'y a pas de balance, c'est ça le problème. C'est préventif uniquement, et donc on attaque les libertés individuelles et sur des gens dont on ne peut pas démontrer en fait qu'il serait passé quelque chose. Tous ceux qui n'étaient pas partis, vous avez vu, on a vu plein de Français qui sont partis rejoindre l'État islamique. Ceux qui ne sont pas partis, qui restaient, qui se sont vus appliquer l'état d'urgence, les assignations à résidence, ce sont des gens qui n'avaient pas voulu partir. Ils étaient tangents, salafistes, mais je passe pas le cap. Et on vient les arrêter quand même, finalement. Ce qui risque de les radicaliser. Et donc là, ils disent, mais alors, j'ai pas voulu rejoindre l'État islamique, et c'est pareil quand même, de toute façon. Donc, on pète ma porte à 4h du mat. Vous voyez ? Donc c'est dangereux parce qu'après leurs 6 mois d'assignation à résidence, ils vont pas nous aimer plus, ils vont pas être moins dangereux. Donc il y a quelque chose qui est bizarre de les mesures administratives. Combien ont été assignés à résidence pendant un petit bout de temps, puis après ils sont sortis, mais alors, on a fait quoi ? Donc faut se méfier, on n'est pas voilà, il faut dire aux Français, attention, les mesures que parfois on vous vend comme étant de la fermeté, etc., vont dans le sens exactement inverse. Il ne faut jamais créer plus de terrorisme, on en abat, c'est le même problème. Et certaines mesures qui pourraient paraître intuitives, en réalité, pourraient permettre de faire augmenter le terrorisme. Bien sûr, c'est ça. Pareil, quand on drone, quand les Américains avaient leur grosse politique de drone, et qu'ils acceptaient de tuer 100 personnes pour choper un terroriste, combien ils créaient de terroristes derrière, de vocations terroristes? Vous voyez que les pères qui avaient perdu, les mères qui avaient perdu leurs 3 enfants lors d'un drone, etc., ils vont pas avoir envie de taper des Américains? Et bien sûr. Donc vous créez plus de terroristes que vous n'en tuez, là. C'est ça ce qu'a donné la politique de drone aux États-Unis, c'est évident. Pour terminer, une dernière question. Si vous deviez retenir une affaire
qui vous a profondément marqué, peut-être changé, peut-être que vous a fait comprendre quelque chose sur un sujet, ce serait laquelle? En matière de terrorisme? Toute votre carrière. Oh là là. Non, mais j'ai quand même eu des affaires qui m'ont... Je crois quand même que j'étais très, très marqué par le dossier rwandais. Je vais pas m'étendre sur le sujet, même s'il y a un non-lieu définitif, mais à quel point on pouvait vouloir manipuler la justice pour des raisons politiques. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est celui-là qui m'a marqué le plus. Maintenant, je sais pas comment vous dire, on est marqué sur différents niveaux. Parfois, c'est l'horreur de certaines choses qui vous marquent. Parfois, c'est la qualité de l'enquête des enquêteurs, ce que vous arrivez à faire. Par exemple, j'ai adoré faire les vieux dossiers, justement, Copernic, rue des Rosiers, etc. Parce que c'était comment je fais avec un dossier si vieux pour en tirer quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est plus le challenge. Donc, voilà. Donc, il y a différents niveaux. C'est difficile d'expliquer ça. Et après, il y en a qui m'ont marqué par rapport au nombre de victimes, de parties civiles, des liens que j'ai pu créer, par exemple, mes rendez-vous quotidiens avec les familles de l'attentat de Karachi, par exemple. Ouais, voilà, parce que c'est plus personnel. Non, c'est difficile quand même à répondre à votre question. C'est quoi un juge d'instruction, concrètement? Alors, j'ai commencé en début de carrière. Le système français est très particulier, puisque on a voulu qu'un juge, parce qu'il a un statut indépendant, soit au cœur des enquêtes, pour s'assurer que l'enquête est elle-même indépendante. Et l'idée générale. Parce que donc la plupart des enquêtes sont faites par les procureurs de la République, mais pour les crimes et les affaires les plus importantes, il a l'obligation finalement de passer le relais à un juge d'instruction. Et quand on dit l'enquête est faite, c'est lui-même tout seul qui va Non, il chercher. dirige. En fait, okay. Il a un poste. Le procureur de la République pour les enquêtes de flagrance, ou les enquêtes pénales, mais en général, va diriger l'action de la police judiciaire, donc les policiers, et leur donner des consignes, etc. Et quand l'affaire, quand il y a une ouverture d'information judiciaire, c'est le juge d'instruction qui prend cette casquette de directeur d'enquête. Il travaille évidemment avec des policiers, des enquêteurs, mais c'est lui qui est censé les diriger. Okay. Voilà. Et comme les policiers sont très hiérarchisés, ils dépendent du ministère de l'Intérieur pour leur carrière, leur avancement, etc. Comme les procureurs sont aussi dépendants de la chancellerie. Le juge d'instruction, lui, n'a pas cette... La chancellerie, c'est... Le ministère de la Justice. Ok, d'accord. Le juge d'instruction, lui, n'a pas cette hiérarchie au-dessus de lui. Ok. Donc ça, c'est censé favoriser une direction d'enquête indépendante pour les affaires les plus importantes. C'est ça l'idée générale, hein, voilà. Oui. Mais après, ça dépend des personnalités. Il y a des juges d'instruction qui vont être pas indépendants dans leur tête. Et ils vont quand même aller dans le sens du courant. Donc voilà, il ne faut pas oublier le facteur humain, ça c'est en théorie sur le papier. Vous en avez connu, vous, des juges d'instruction qui étaient plus ou bien moins... sûr, il y en a, parce que de toute façon, malgré tout, en grande partie, votre carrière dépend quand même du ministère de la Justice. Ça serait rentrer beaucoup dans le détail pour expliquer pourquoi. Mais donc, si vous êtes quand même un peu trop turbulent, j'allais dire un peu trop... électron libre, si vous risquez dans votre carrière d'avoir des retours de bâton quand même. Il faut toujours faire attention à ce que peuvent penser les différents ministères de la Justice. Vous savez, vous avez aussi une pression qui est inhérente à ce que les personnes avec lesquelles vous travaillez veulent faire. Les policiers, vos enquêteurs. Sans vos enquêteurs, vous êtes quand même pas mal désarmés. Eux ont des supérieurs hiérarchiques qui sont directement au pouvoir exécutif, le ministre de l'Intérieur. Si une enquête déplaît au pouvoir, les policiers, on va leur demander de calmer le jeu. Mais eux, ils vont dire, oui, mais nous, on a une commission rogatoire du juge d'instruction. Qui va leur demander de calmer le jeu? Les ministres directement? Bien sûr. Et donc, ça, il n'y a pas la hiérarchie policière. Et puis, le juge d'instruction va dire, va leur donner au contraire, va leur dire, il faut faire ceci, cela. Et donc, il va y avoir un couac entre voilà. Et c'est arrivé dans les années 90, de façon très, très importante. Il y a même une perquisition qui devait être menée chez le maire de Paris, où les policiers ont refusé d'aller et d'assister le juge. D'accord. Il y a eu des sanctions après contre les policiers. Des policiers judiciaires. Qui répondaient directement au ministère, oui, voilà. Alors que le juge disait « je veux ». Je veux. Donc la loi dit clairement qu'ils doivent obéir au juge d'instruction, mais ils avaient quand même refusé. D'où un retrait d'habilitation de police judiciaire au directeur de la police. Voilà, donc il y a parfois une dichotomie entre les consignes, la hiérarchie très dure en France. Hein. C'est pas dans tous les pays pareil. Hein. Je vous donne le système français. C'est un des meilleurs selon vous ou c'est un des pires? Ah non, mais il n'y a pas... Non, mais les systèmes... Non. Les systèmes dépendent de l'histoire d'un pays, de la culture de ce peuple. On ne peut pas dire qu'il y a un bon ou un mauvais système. Nous, on a ce système qui est hérité, qui est très vieux. Il faut comprendre que le juge d'instruction, son ancêtre,
sous l'Ancien Régime, sous la monarchie, c'était le lieutenant criminel. Et pourquoi? Il dépendait complètement du roi de France, de la monarchie, qui tentait d'imposer la justice royale sur les justices seigneuriales. Donc, il donnait tout pouvoir à ce lieutenant criminel qui était à la fois juge et enquêteur. Il arrivait sur place, il faisait l'enquête, il jugeait. Parce qu'il y avait une méfiance totale des juridictions seigneuriales. Il voulait que les seigneurs fassent la justice. Vous voyez, donc l'histoire, et petit à petit, justement, s'est détachée et a eu un statut d'indépendance, alors que, ne serait-ce que le 19e siècle, il suffit de lire Balzac pour comprendre qu'il était complètement lié hiérarchiquement. Le juge d'instruction n'était pas indépendant. Et depuis 58, il y a un statut d'indépendance, il est juge du siège, donc il bénéficie de ce statut d'indépendance et peut mener des enquêtes sans risquer, en tout cas, ce qui est risqué avant d'être statutairement indépendant. Mais ça s'acquiert l'indépendance. Hein. Ouais, ça reste dans les mentalités. Donc il faut du temps avant que les juges se rendent compte eux-mêmes qu'ils peuvent faire des choses. Ils n'ont pas d'ordre à recevoir. Vous-même, ça vous avez mis longtemps à me rendre compte de ça? Non, parce que le travail était un peu fait avant. Parce que dans les années, quand j'ai commencé, premier poste, c'était février 91. Rapidement, il y a eu le milieu des années 90 avec des juges d'instruction, Renaud Van Ruynbeck, et Thierry Jean-Pierre, l'affaire Urbain, qui ont voulu montrer qu'on pouvait enquêter, y compris sur le financement des partis, et qu'on crée un mouvement d'indépendance dans les juges d'instruction. J'ai bénéficié de ça. J'étais un petit juge d'instruction, un bébé juge d'instruction, et avoir ces collègues qui montraient la voie m'a aidé, comme d'autres collègues, à se rendre compte que oui, on pouvait faire des choses. Est-ce que déjà des politiques qui ont remis en cause cette indépendance du juge d'instruction pendant votre carrière? D'abord, il y a eu de façon frontale Nicolas Sarkozy en 2009 qui voulait le supprimer. Okay. Pas une remise en cause, c'est carrément une condamnation à mort. Et c'est à cette époque, d'ailleurs, que mes collègues du juge d'instruction m'ont élu président de l'association française des magistrats instructeurs, l'AFMI, pour lutter, d'ailleurs, contre ce projet de suppression que voulait Nicolas Sarkozy. Il voulait que toutes les enquêtes soient menées par le procureur, mais sans changer le statut du procureur, qui est dépendant du pouvoir exécutif. Vous voyez le truc. Ouais, bien sûr. Et à une époque où il y avait quand même pas mal d'affaires, moi j'en avais, comme Karachi, qui avait des connotations un peu politiques, rétrocommission, corruption et tout ça. Donc ça passait pas. Et voilà, mais il faut bien comprendre que l'avantage qu'a cette fonction, elle a des avantages. Si le juge d'instruction n'est pas bon, l'enquête va pas être bonne, il faut pas rêver. Donc il y a des problèmes personnels. Mais d'un autre côté, si vous, citoyen, vous portez plainte pour une infraction pénale, que le procureur de la République décide de classer sans suite, parce qu'il estime que, par opportunité ou autre, il n'a pas envie de poursuivre l'enquête. Vous pouvez aller devant un juge d'instruction, vous constituez partie civile, et le juge d'instruction va pouvoir mener l'enquête. D'accord. Vous voyez le grand avantage. Un système où il n'y a pas de juge d'instruction, c'est fini, vous pouvez rien faire. Et donc ça, pour expliquer un peu à nos auditeurs aussi, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, et ça pourrait faire une brèche entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, là c'est concret quand je dis, voilà, vous estimez être victime par exemple d'un viol, c'est classé sans suite par le parquet, vous avez ce recours d'aller voir, mais prenons en matière de terrorisme. C'est plus facile pour moi parce que je peux vous donner des exemples concrets de choses que j'ai vécues. On prend l'affaire des moines de Tibérine. Ça avait été classé sans suite par le parquet. Ils n'avaient pas fait d'enquête. Immédiatement. 7 Français enlevés et tués. Tu peux expliquer très rapidement bizarre quand même. C'est une affaire, c'est 7 moines qui avaient été enlevés en mars 96 en Algérie et qui ont été retrouvés morts le 30 mai 96. 7 Français victimes. Allez, en tout cas, ça avait été revendiqué soi-disant par le GIA, donc le terrorisme, et pourtant pas d'enquête menée par la France. C'est très bizarre. Mais grâce à une constitution de partie civile, devant un juge d'instruction, l'enquête a eu lieu. Et donc là, le procureur qui était le procureur de l'époque n'avait pas voulu mener d'enquête parce que le pouvoir français lui avait dit. Tout à fait. On ne mène pas d'enquête. Ouais. Alors, c'est une indication quand il se passe des choses dans les affaires très importantes. On sait pourquoi du coup aujourd'hui? Vous savez, parfois le pouvoir se dit, il sait pas la vérité, mais il se dit, ça sent mauvais, donc on va peut-être pas fouiller. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que ceux qui font ça et tous les tenants et aboutissants, ils se disent, il y a quelques indications, j'ai quelques informations par mes services de renseignement que ça pue. Je préfère pas aller trop voir. Le Rwanda, pareil. Moi, j'ai eu ce dossier après Jean-Louis Bruguère parce qu'il y avait 3 pilotes, l'équipage était français. L'assassinat du président Habyarimana. Et puis dans la foulée, il y a quand même eu un génocide avec 1 million de morts. Il y a eu un classement sans suite au départ, côté français. Il a fallu caution de partie civile pour que là encore un juge d'instruction puisse mener l'enquête. Donc sans l'institution du juge d'instruction, ces enquêtes n'auraient jamais eu lieu.
Mais elles ont abouti? Elles ont abouti. Alors, ça dépend de ce que vous appelez abouti. Non, c'est est-ce que ça a été utile d'avoir... Oui, mais quand c'est très compliqué, vous arrivez pour les parties civiles, les victimes, au moins à lui montrer des pans de vérité qu'elles ne connaissaient pas. Ça ne veut pas dire que vous arrivez jusqu'au bout, mais vous pouvez éclairer quand même un contexte général. Quant au Rwanda, ça aboutit finalement par un non-lieu pour les proches de Kagame et autour, que la France avait accusé d'être responsable d'avoir abattu l'avion. Hein, donc, si vous voulez, parfois le résultat, c'est de voir que quelqu'un, dans une enquête, que quelqu'un qu'on croyait coupable est innocent. C'est aussi un résultat, même si vous n'avez pas le vrai coupable. Non, bien sûr, bien sûr. Oui, donc il faut, bien sûr, plus c'est compliqué, moins on a le résultat. Mais par contre, dans les affaires criminelles de droit commun, je suis président de cour d'assises, en fait, je siège aux assises, je vois des affaires où on a fini par trouver le coupable et le bon, parce que l'enquête a été bien faite, parce qu'on a été plus loin, parce que voilà. Et puis j'arrive aussi parfois à voir que l'instruction s'est mal passée et que devant moi j'ai quelqu'un qu'on va acquitter et qui est en détention provisoire depuis 3 ans et qui a rien fait. Hein, il n'y a pas de bon système. Ce qui est certain, c'est que vous regardez pays par pays. Il y a des pays où les policiers eux-mêmes ont un certain statut d'indépendance. Je prends souvent l'exemple de Los Angeles, la police de Los Angeles. Pourquoi? Parce que, certes, le chef de la police est nommé par le maire. Mais il n'est pas révocable par le maire, il n'est révocable que par une commission de 5 citoyens élus. Vous voyez, on a créé, il n'y a pas de juge d'instruction, mais on a créé un système qui va donner une certaine indépendance au chef de la police qui mène l'enquête, en fait. Donc, il faut voir tous les acteurs. Il y a d'autres pays où les avocats ont plus de moyens aussi. En France, l'aide juridictionnelle n'est pas très importante, ce qui fait que les avocats qui sont à la commission d'office, ils peuvent pas faire des expertises privées, des contre-enquêtes, etc. Donc, ils n'ont pas vraiment moyen de peser par rapport à l'enquête du procureur. Okay. Hein, et donc, comme aux États-Unis d'ailleurs, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas faire une contre-enquête à la Strauss-Kahn pour aller enquêter sur la plaignante, etc. Donc voilà, il n'y a pas un système idéal, mais le nôtre essaye d'être, c'est la caractéristique française, égalitaire. Parce que le juge d'instruction, c'est gratuit ce qu'il fait. Ok. Un système accusatoire comme aux États-Unis, si vous voulez faire votre expertise privée, vous la payez. Aux États-Unis, vous voyez ce que je veux dire? En France, on est présumé innocent. Aux États-Unis, il faut prouver qu'on n'est pas coupable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais si vous voulez faire une contre-enquête, il faudra payer vous-même. Donc vous êtes accusé de quelque chose, vos avocats vont payer un détective privé, vont payer un expert privé, mais c'est vous qui payez. Il faut avoir de l'argent. En France, vous le demandez au juge d'instruction. S'il accepte de faire l'expertise, c'est l'État qui paye. Et s'il n'accepte pas, vous pouvez faire appel devant la chambre de l'instruction qui va décider si votre demande d'acte, comme ça s'appelle techniquement, est justifiée ou pas. C'est l'idée quand même, et les parties civiles, pareil, elles peuvent demander des expertises, des investigations au juge d'instruction. Donc il y a un côté égalitaire dans le sens où c'est les fonds publics qui payent les investigations, des deux côtés, à charge et à décharge. Okay. Dans un monde idéal, il y a aussi, je vous dis, des juges d'instruction qui instruisent qu'à charge et pas à décharge. Bon, il y a le facteur humain, mais on a cette aspiration à l'égalité qui est très française. Pour bien comprendre, quand on est condamné aujourd'hui ou quand on porte plainte contre nous, c'est quoi le processus avant, par exemple, d'aller en prison, d'avoir une condamnation? C'est devant qui on passe et c'est quoi les différentes chambres si on arrive? Parce que je sais que c'est très complexe, mais assez rapidement. Non, mais bon, le début d'une affaire peut commencer de 20 000 façons. Elle peut commencer parce que vous êtes pris la main dans le sac, c'est un flagrant délit. Bon, elle peut commencer par une plainte, quelqu'un va porter plainte contre vous, commissariat ou écrit au procureur. À partir de ce moment-là, une enquête va commencer. Alors, soit très rapidement, on va venir vous interpeller, placer en garde à vue, s'il y a quelques éléments. Soit l'enquête, ça va être ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Les policiers vont d'abord chercher s'il y a suffisamment d'éléments par rapport à la plainte, faire quelques vérifications, voir si la plainte semble fondée ou pas, avant d'aller vous chercher. D'accord. Au bout d'un ça, c'est une enquête préliminaire, ça va. Voilà. Okay. Et au bout du compte, on ira vous chercher. Alors, s'il y a assez d'éléments, vous serez placé en garde à vue, avec des droits aussi, d'avoir un avocat, droit au silence, etc. S'il n'y a pas du tout assez d'éléments, on vous entendra comme simple témoin. On estimera qu'il n'y a pas de raison plausible de vous soupçonner. Mais après avoir été entendu en tant que témoin, on peut techniquement... Ah oui, ça peut être en garde à vue. Après, l'enquête, elle peut se prolonger. Vous êtes placé en garde à vue. Pendant la garde à vue, donc on est dans l'enquête parquet à ce moment-là, ou déjà dans une enquête menée par juge d'instruction, parce que le parquet a pu, par exemple dans des crimes, ouvrir directement une information judiciaire. C'est le juge d'instruction qui fait tout ça. D'accord. Avec les policiers et qui voit après s'il fait mettre en garde à vue, etc. Ça se faisait beaucoup en matière de terrorisme où, très tôt, on ouvrait une information judiciaire
parce que on n'a pas les auteurs, mais les faits sont graves de toute façon. Il y a eu une bombe qui a explosé. Bon, on sait que le crime est avéré. Il faut trouver les auteurs, les arrêter, etc. Donc, on s'est dit juge d'instruction qui va faire plein d'investigations pour essayer de les identifier et les localiser. Donc, il y a une information judiciaire ouverte dès le départ. D'accord. Très vite. Et mais sinon, dans les affaires courantes, c'est le parquet qui va gérer la garde à vue. Les policiers vont l'appeler, vont lui dire, voilà, il dit ça. Le parquet, c'est le procureur? Le procureur. D'accord, oui. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Même moi, j'essaie de comprendre en même temps. Oui, tout à fait. Donc, il est à la permanence. Alors maintenant, les permanences, c'est effrayant parce qu'il y a tellement d'appels dans les gros parquets, service de permanence du procureur de la République, que vous avez des collègues, ils ont un casque avec un micro. Okay. On est un peu des traders. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a 80 appels par jour, donc ils sont là avec leur casque. Donc un appel. Donc voilà, commissariat de d'Asnières, je vous appelle. J'ai en garde à vue depuis 2 heures ce matin, monsieur untel. Il a été pris en conduite sur l'état alcoolique, ou alors il a arraché un sac à main. Ou voilà. Bon, ça c'est des affaires flagrantes classiques. Il nie les faits, il dit ceci, cela. Bon, et puis donc le procureur va dire au policier, il faudra quand même vérifier ça, essayer d'entendre un tel. Là, vous avez saisi la vidéosurveillance là de la rue. D'accord. Vous voyez, tous ces trucs-là. Et au bout du compte, au bout de la garde à vue, en droit commun, ça peut aller jusqu'à 48 heures, 2 jours. Une décision va être prise. D'accord. Il va y avoir un dernier appel des policiers au procureur. Et on va dire, alors qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, on a tels éléments. Le procureur va dire non, c'est pas suffisant. Vous le mettez dehors, vous levez la garde à vue et vous allez continuer l'enquête sur tel point. On n'a pas eu le temps de tout faire pendant les 48 heures. Ou alors c'est carré, mais je vais pas le déférer. Je vais pas le faire juger en urgence. Il a des garanties de représentation, il a un domicile, un boulot. On va lui donner une convocation à comparaître, ce qu'on appelle une convocation par officier de police judiciaire. À comparaître devant le tribunal dans 2 mois, par exemple, pour être jugé. D'accord. Et puis, il y a les cas où on veut qu'il passe tout de suite en jugement, comparution immédiate. Par exemple, parce qu'on ne sait pas son domicile. On se dit, si je le mets dehors, il ne viendra pas devant le tribunal. Dans 2 mois. Donc, on le met en détention provisoire. Alors, on l'amène en comparution immédiate devant le tribunal, qui va le juger tout de suite. C'est ce qu'on appelle les fameuses comparutions immédiates. Okay. Et qui va juger, qui va le condamner et va mettre un mandat de dépôt ou pas. Et si c'est grave, si c'est une affaire grave, et que l'information, il n'y a pas encore de juge d'instruction saisi, on va le présenter devant un juge d'instruction, si on veut qu'il y ait une instruction, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, et on veut que l'instruction puisse se dérouler avec lui en détention provisoire. On va le déférer devant un juge d'instruction en demandant qu'il soit placé en détention provisoire. Okay. Là, le juge d'instruction, il va regarder le dossier, il va être saisi de ce dossier qu'il n'avait pas avant, dans ce cas de figure. Il regarde, il met en examen la personne en question. On lui reproche officiellement, c'est ça que ça veut dire. Donc là, c'est la mise en examen. Voilà. La fameuse on lui reproche officiellement, aussi, monsieur, je vous mets en examen pour avoir, à Paris, le 2 juillet 2023, volontairement donné la mort à madame, etc., avec cette circonstance aggravante qu'elle était votre conjoint. Et donc là, après le juge d'instruction, s'il estime nécessaire, va saisir un autre juge, le juge des libertés et des détentions, pour lui demander de placer en détention provisoire la personne en question. Dans le temps, c'est le juge d'instruction qui faisait tout, placer lui-même en détention provisoire. J'ai connu cette époque aussi. Donc, il y a eu des changements de loi, etc. Maintenant, c'est des juges séparés qui font ça, ce qui est pas plus mal. C'est difficile d'expliquer. Non, mais d'accord. Mais donc ça, c'est même avant qu'on aille au tribunal, parce qu'après, il y a tout un jugement au tribunal. Ah oui, alors là, dans les affaires, par exemple, les affaires criminelles où l'instruction est obligatoire, l'instruction va se durer, ça peut être très long encore. Ça peut être, par exemple, tout est clair pour la personne que vous avez devant vous, que vous mettez en examen, mais il vous montre 3-4 autres auteurs que vous n'avez pas interpellés. Donc, la première arrêtée, elle va attendre finalement qu'on finisse le boulot. Donc, en fait, ça peut être très long, effectivement. Merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie.